Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va essayer de voir quelques algorithmes utilisés pour la recherche dans un espace des états, la recherche des solutions, ou bien largement reconnu en tant que State Space Search. On va essayer ces techniques pour la résolution optimale d'un certain problème classique qui est le puzzle de 8. Le puzzle de 8, je suppose que tout le monde le connaît, qui à partir d'un état initial, il faut se ramener à cet état final en utilisant des déplacements basiques. Donc on essaiera de résoudre ce problème de façon optimale en utilisant ces techniques. Alors, modéliser, on va introduire un petit peu la modélisation d'un problème ou un espace des états. Alors, la recherche des solutions dans un espace des états est une branche importante de l'intelligence artificielle et qui va nous permettre de résoudre des problèmes tels que, comme on a dit, le puzzle de 8, ça peut résoudre des problèmes comme le jeu des échecs, comment concevoir un algorithme intelligent qui joue les échecs, planification des mouvements complexes des robots et ainsi de suite. On peut citer encore comme application la recherche des chemins, le plus court chemin, par exemple. C'est utilisé aussi dans la robotique et encore d'autres applications. Alors maintenant, la première question, c'est comment prendre donc un problème et le modéliser en un espace des états. Alors, un problème, on va le voir comme composé d'un nombre de points. Le premier point, c'est l'état initial. Par exemple, pour le puzzle de 8, on commence à partir d'un état initial qui est, par exemple, celui-là. Et à partir de cet état initial, on a un nombre des opérations à faire, ou bien actions pouvant être réalisées. Et lorsqu'on réalise une action, ou bien opération, on aboutit à un nouveau état. Et bien sûr, si on fait déplacer par exemple le 2, on a un nouveau état. Si on fait déplacer le 7, on a un autre état. L'ensemble de ces états constitue un ensemble qu'on va noter S, qui est l'ensemble des états possibles. Et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un état final, qui est l'objectif, qui est un sous-ensemble des états possibles. Alors, à partir de cet état initial, on a la possibilité de faire des opérations qui engendrent un nombre des états possibles, et parmi ces états possibles, il y a un état objectif qu'on souhaite avoir. Parmi les composantes fondamentales lors de la modélisation d'un espace d'état, il y a aussi la fonction coût. Donc, c'est l'évaluation affectée aux opérations effectuées. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre cas puzzle de 8? Ça va être le nombre de déplacements pour aboutir à cet état. Donc, on attribue un coût à chaque solution qui aboutit à cet état. Et bien sûr, nous, on cherche à minimiser cette fonction coût. Ça veut dire, on veut la solution qui nécessite le minimum de déplacements pour aboutir à cet état objectif. Alors, ça, c'était la projection de la modélisation en espace d'état sur le puzzle de 8. Alors, beaucoup de problèmes, à part le puzzle de 8, peuvent être modélisés également en espace des états. Et par exemple, on peut citer par exemple le jeu des échecs. Donc le jeu d'échecs, il dispose aussi de ses propriétés. Et il aura un état initial qui est l'état de l'échiquier au départ. Nombre des opérations possibles, bien sûr, c'est les coups jouables, les coups qu'on peut jouer. Et chaque coup joué, il engendre un état possible. On aura donc un nombre des états possibles. Et des états objectifs, c'est les états où on met l'adversaire en échec et mat. Les fonctions coût, ils ont en relation avec les valeurs attribuées à chacune des pièces. Par exemple, si on gagne un pion, c'est pas comme si on gagne une reine. Donc la solution qu'on cherche, c'est quoi? C'est la séquence optimale des actions afin d'aboutir à l'état objectif. Donc voilà, une fois on a
on a modélisé un problème en espace de ça veut dire qu'on a trouvé la définition de ses propriétés par rapport à notre problème. La prochaine question serait comment parcourir cet espace d'état afin d'identifier, afin de trouver l'état objectif et par la suite résoudre le problème. Donc, comme vous voyez, par exemple, si on considère cet état-là comme état initial, si on fait bouger par exemple le 7, on obtient cet état. Si on fait bouger par exemple le 1, on obtient cet état-là. Et de même, si on fait bouger par exemple à partir de cet état le 6, on obtient cet état-là, et ainsi de suite. Donc, à partir de cet état-là, si on applique des actions, on engendre plusieurs états. Donc, l'ensemble des états qui ont été engendrés ou créés, c'est l'ensemble S, c'est l'ensemble des états possibles. Et donc, ça va créer une sorte d'arbre. Oui, effectivement, c'est un arbre. Donc, c'est appelé arbre ou bien qui est un cas particulier de ce qu'on appelle graphe avec des nœuds. Donc, cet état-là, c'est un nœud et un nœud, et les nœuds, ils sont reliés entre eux. Et donc, la problématique se ramène à une recherche dans un graphe à nœuds. Donc, plusieurs modes de recherche ou bien algorithmes de recherche, ils sont disponibles, ils sont possibles. Donc, parmi lesquels on va utiliser, on va citer tout d'abord le Deep First Search, DFS. Donc, bien sûr, le rôle principal de ces algorithmes de recherche, c'est parcourir l'espace des états afin de trouver, de la façon la plus efficace possible, afin de trouver une solution à notre problème. Ça veut dire trouver l'état objectif en minimisant la fonction coût. Donc, on cite en plus que le Deep First Search, il y a le Breadth First Search, on peut citer encore l'Uniform Cost Search ou encore Iterative Deepening Search. On va expliquer chacun brièvement. Donc, tout d'abord, ces algorithmes, ils sont, dans la plupart des cas, implémentés par de la récursivité. Qu'on va implémenter d'ailleurs durant ce vidéo en langage C. Alors, tout d'abord, pour le Deep First Search, il explore les nœuds les plus profonds d'abord. Ça veut dire, si on est par exemple dans cet état initial, on va explorer ce nœud-là, et puis juste après, on va explorer ce nœud-là jusqu'à atteindre la profondeur max. On s'est limité dans cette figure-là à une profondeur de 3. Mais le Deep First Search, il explore les nœuds jusqu'à atteindre l'extrémité, puis il revient à la racine, puis il explore le reste. Par exemple, il passe par là, puis il remonte encore à la racine pour explorer celui-là et celui-là. Donc, on dit que l'avantage, c'est moins de mémoire requise pour cet algorithme de recherche. Donc, on va comprendre pourquoi par la suite. Passons maintenant pour le Breadth First Search. Il explore les nœuds du même profondeur avec le même rythme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, à partir de ce nœud-là, on explore ce nœud-là, et puis, juste après, on explore ce nœud-là et ce nœud-là, car ils se trouvent dans la même profondeur. Après avoir fini avec ce profondeur-là, on passe aux profondeurs suivantes. Explorer celui-là, 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 celui-là et celui-là. Donc, on dit que le BFS, il a comme avantage rapidité, il a une grande probabilité pour qu'il trouve une solution optimale en moins de temps. L'inconvénient, c'est qu'il requiert beaucoup de mémoire par rapport au DFS, par rapport au Deep First Search. Donc, plus de détails sur ces deux-là, DFS et BFS, ils viennent par la suite. Comme on a dit, DFS, bien sûr, donc il parcourt jusqu'à atteindre l'extrémité ou bien profondeur max, puis il remonte. Comme vous voyez, comme on a expliqué d'ailleurs. Par contre, le BFS, il explore les nœuds ayant la même profondeur d'abord. Ça veut dire explore A, B et puis C.
Et puis, lorsqu'on finit avec ce profondeur, on passe à ce profondeur-là. Alors, remarquez, si pour explorer ce profondeur-là, il faut avoir ce profondeur précédent qui est déjà sauvegardé en mémoire. D'où la remarque qui dit que le PFS requiert plus de mémoire que le TFS. On a besoin toujours de sauvegarder tous les profondeurs précédents qui ont été découverts. Ils doivent être tous sauvegardés en mémoire. Et puisque l'espace d'état il peut atteindre un nombre de nœuds qui est très énorme, parfois le PFS il ne devient pas pratique. Donc il ne devient pas possible, il ne sera pas possible de l'implémenter sur une architecture à une mémoire limitée. Donc, si on veut schématiser en quelque sorte les avantages et les inconvénients de chacune, TFS et PFS, on pourra dire, par exemple, pour le TFS, si on suppose que ça, c'est le point initial et ça, c'est l'objectif qu'on cherche. Alors, le TFS, il commence à faire des recherches suivant donc une branche, il explore tout ce qui est engendré par cette branche jusqu'à atteindre le profondeur max, puis il remonte en libérant de la mémoire pour chercher dans un autre chemin, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il trouve la meilleure solution là. Et donc, il n'a pas besoin d'allouer de la mémoire pour les profondeurs qui sont précédents, car il parcourt juste disons un seul chemin, et puis pour parcourir l'autre chemin, il remonte à la racine en libérant de la mémoire. Par contre, dans le TFS, si on suppose que ça c'est toujours l'état initial et ça c'est l'état final qu'on cherche, donc il commence tout d'abord par explorer le premier niveau et puis par la suite explorer le deuxième niveau. Alors pour explorer ce deuxième niveau, il faut que le premier niveau soit sauvegardé dans la mémoire et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il trouve la solution. Alors là donc si l'état final est proche à l'état initial, donc il est certain que l'algorithme converge vers la solution avec un nombre d'itérations qui est disons, donc il est garanti qu'il converge vers cette solution en moins de temps par rapport à TFS. Par exemple, si on prend le TFS, même si l'état final est proche de l'état initial, il se peut qu'il perd beaucoup de temps à analyser d'autres branches avant qu'il ne converge vers cette solution. Alors ça, c'est en gros la différence entre TFS et PFS. Alors, d'autres types de recherche, rapidement, Uniform Cost, il explore les nœuds ayant les moins des coûts d'abord. Alors, pour notre problème là, les nœuds d'une même profondeur, ils ont le même coût. Car pour ce profondeur-là, on a besoin d'un seul déplacement chacun. Pour le profondeur-là, on a besoin de 2 déplacements. Et donc, dans ce cas, l'uniform cost, c'est équivalent au PFS. Par contre, il sera intéressant, par exemple, au problème jeu des échecs, lorsque les mouvements, lorsque les coups à jouer ou bien les mouvements, ils ont des coûts différents. Iterative deepening, donc c'est une amélioration pour TFS. On a dit que l'inconvénient, disons, TFS par rapport au PFS, c'est la rapidité. Donc le PFS a l'avantage de rapidité par rapport au TFS. Donc pour lui donner plus de rapidité à Deep First, on applique une technique qui est appelée Iterative Deepening. Et lance l'algorithme DFS plusieurs fois avec des profondeurs successives. Donc, qui contrairement à la définition classique du DFS, qui parcourt des chemins jusqu'à l'extrémité ou bien jusqu'au profondeur max, on limite le profondeur à chaque fois. Par exemple, on dit on va appliquer DFS avec un profondeur max qui est 1. Par exemple, il va explorer ça, puis il revient, explore ça, explore ça. Et puis, lorsqu'on ne trouve pas la solution, on augmente le profondeur à 2 et on lance le DFS. On explore ça, et on revient, on explore ça, à un profondeur de 2.
et ainsi de suite. Donc, en quelque sorte, c'est en quelque sorte associer la philosophie de PFS indirectement au DFS. Et donc, on aura l'avantage de PFS à DFS toujours avec l'avantage de moins de mémoire requise. Donc ça c'est brièvement les quelques techniques qui sont utilisées pour la recherche dans un espace d'état. Ça c'est un graphe qui schématise le principe de l'iterative deepening. Par exemple, on limite la profondeur à 0 et on applique le DFS, on limite à 1, on applique le DFS et ainsi de suite. On le limite à 3 et on applique le DFS de façon itérative. Et maintenant, on passe rapidement pour implémenter le DFS, le Deep First Search en langage C pour résoudre, pour la résolution de façon optimale du puzzle de 8. Donc voilà. Alors tout d'abord, on va essayer de jouer à ce puzzle de 8. Donc le puzzle de 8, je suppose que tout le monde il connaît la règle du jeu. Donc on a la possibilité de faire des déplacements, par exemple comme ça, et ainsi de suite, afin d'aboutir à l'état final qui est les numéros qui sont ordonnés, par exemple, comme ça. Et il faut le faire de telle sorte que qu'on fait le minimum de déplacements. Donc, par exemple, on peut imaginer une solution qui nécessite 1000 déplacements pour aboutir au résultat qu'on veut, mais on s'intéresse, nous, à la solution optimale, nécessitant le moins de déplacements. Et donc, on commence la programmation. Alors, le logiciel de compilation C que j'utilise est CodeBlocks. On va rapidement créer un projet C. Puzzle 8 Tips First Search. Ok. Et donc, la première chose qu'il faut faire, c'est représenter ce jeu-là, ces chiffres-là, sur notre programme C. Ça veut dire concevoir une structure des données adéquate pour ce jeu-là. Donc, bien évidemment, ça serait un tableau bidimensionnel où chaque élément est un entier. Et donc la représentation de ça, on sait, ça doit être comme ça. Donc, integrate. Donc, on définit la taille. On peut initialiser dès maintenant ce tableau avec l'état initial. Donc l'état initial qu'on va prendre, c'est celui-là, 385. 042. Donc bien sûr on peut prendre l'emplacement libre comme étant le chiffre 0. Donc 0 ça correspond à un endroit libre, vide. 042167. On peut définir également un autre tableau bidimensionnel qui représente notre objectif, l'objectif qu'il faut atteindre. Alors notre objectif c'est quoi?
c'est l'état ordonné. Ça veut dire ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 0. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Le grid 0. Grid 0, ça représente ça. Grid 1, grid entre crochets 1, ça représente ça. Grid 2, ça représente ça. Donc, grid 0, 0, c'est cet élément-là. Grid 0, 1, c'est cet élément-là. Grid 0, 2, c'est cet élément-là, et ainsi de suite. Donc, c'est comme on a créé, en fait, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc c'est comme on a un repère x, y ainsi. Pour accéder à l'élément x, y, on utilise le syntaxe grid x, y. Alors pour appliquer notre algorithme Deep's First Search, donc il faut commencer d'un point de départ qui est cet endroit-là. Donc c'est à partir de cet endroit-là qu'on a des pistes à faire déplacer. Cet endroit-là, c'est l'emplacement où il y a le 0. Donc la première opération qu'il faut faire, c'est localiser où il y a le 0. Donc c'est ça, ce qu'on va faire. Localiser où il y a ce 0-là. Donc cette opération-là, on va le faire tout de suite sur le grid. Donc on déclare i inférieur à 1. Donc, si grid ij égale à 0, et donc, qu'est-ce qu'on fait? Si le contenu c'est 0, et donc on enregistre ces coordonnées-là dans des variables concrètes, par exemple origine. Origine x et origine y. Origine x égale à i. Origine y égale à j. Et puis si on trouve ça, on peut faire un break pour ne pas perdre du temps. Chercher. Maintenant, on a localisé l'endroit où il y a le 0 et on a enregistré ces coordonnées dans deux variables, origine x, origine y. On peut dès maintenant commencer notre recherche. Donc alors à partir par exemple d'un endroit vide, on a dans ce cas 3 mouvements possibles, soit 3, soit 4, soit 1. Et on peut avoir jusqu'à 4. Donc si cet endroit est vide, on peut avoir 4 mouvements possibles. 4 mouvements possibles, ça veut dire 3 branches qui sont juste collées à la racine. 3 branches. Ou bien jusqu'à 4 branches juste collées à la racine. Et pour le Deep's First, on va prendre la première branche et on va l'analyser. Et lorsqu'on finit son analyse, on va remonter à la racine, on va prendre la deuxième branche et on va l'analyser entièrement. Donc c'est ça ce qu'on va faire. Tout d'abord, maintenant, il faut localiser les coordonnées. Donc, donc on va commencer la recherche. Et par la suite, donc il faut localiser les coordonnées des cases susceptibles d'être déplacées. Donc dans ce cas, on a 3 cases. Donc on va créer une fonction, par exemple, de recherche. Search tfs.
Donc on va lui donner en paramètre les coordonnées du 0, car ces coordonnées du 0, c'est le point de départ qui va nous permettre de savoir les mouvements à jouer. C'est l'endroit où on commence notre recherche. Donc on va appeler ça 0x, 0y pour deux coordonnées. Et donc on pourra appeler ça à partir de la fonction ligne, par exemple. Le 0 pour nous c'est ça. Origine x, origine y. Et on a dit qu'il faut calculer les coordonnées des 4 déplacements susceptibles d'être effectués, jusqu'à 4 bien sûr. Et donc on va créer des entiers représentant des coordonnées x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4. Donc x1 ça va être 0x par exemple plus 1, y1 c'est 0y. Bon, x2 de la même manière, x2, y2, 0x, on peut faire 0x moins 1. x3, y3, faire comme ça. Puis finalement, le x4, y4. Donc c'est ça. Ce sont les 4 possibilités des 4 cases qui entourent le 0. Les 4 cases qui entourent le 0. C'est bon? Et donc maintenant pour jouer par exemple un coup, qu'est-ce qu'on fait pour jouer ce coup-là? On fait en sorte une sorte de permutation. Une sorte de permutation entre ces deux cases. Ça veut dire donc le 1 on le déplace à l'emplacement où il avait le 0 et puis là on place un 0. Donc c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire avec x1 par exemple. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'emplacement où il y avait le 0. Il y avait le 0 ici. 0x, 0y. On affecte la valeur. Il y avait x1, x2, y2, y1, x1, y1, x1, y1, x2, y2. Et puis aussi, là, on va mettre 0. Et donc, on termine la permutation. On a fait ce mouvement, et puis par après, qu'est-ce qu'il faut faire? On a fait par exemple ce déplacement, on est abouti à cet état-là, et puis il faut faire la même chose, exactement la même chose, pour le reste jusqu'à arriver à l'extrémité ou bien en profondeur max. Ça veut dire qu'il faut analyser tout ce qui est engendré par cet état-là. Et lorsqu'on termine, donc en fait, pour faciliter la programmation, donc on utilisera la notion de la récursivité. Donc on va appeler la même fonction qu'on est en train de développer maintenant, on va l'appeler une autre fois, ici. Et donc search TFS avec d'autres paramètres. Car l'emplacement du 0 a changé. Il est devenu à cet endroit.
Donc ça, c'est le nouveau 0. Et cette fonction, elle va s'occuper normalement, de analyser, il faut s'occuper d'analyser le reste de l'arbre dont la racine est ce nœud-là. Donc ce nœud-là, il devient un nouveau racine pour donc cet arbre, et on appelle donc ça de façon récursive. Et lorsque la fonction elle termine son traitement, qu'est-ce qu'il faut faire après? Il faut ramener le set, car là, on a fait déplacer un set ici pour se ramener ici. Il faut ramener le set à son endroit d'origine pour pouvoir recommencer les autres cas qui restent. Et donc, lorsqu'on termine ça, ça on suppose qu'il a terminé son traitement, donc qu'est-ce qu'on fait après? On va refaire la permutation. Et ça, on va lui affecter le 0 qui était là initialement. Donc voilà. Mais, bien sûr, ce bloc-là, il ne doit pas s'exécuter si x1 ou bien x2, ils sont hors la plage permise. Par exemple, là, quand on rajoute 1 ou on soustrait 1, il est possible qu'on obtienne des indices qui sont négatifs ou bien en dehors de ce contour 3 fois 3. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Des conditions qui... Donc, on exécute ça seulement si le x1 est supérieur ou égal à 0, n'est-ce pas? y1 supérieur ou égal à 0. Et puis, le x1 encore doit être inférieur à n. Et y1 inférieur strictement à 1. Donc ce sont les 4 conditions. Donc sinon on néglige le mouvement. Si un indice est négatif ou bien en dehors de la plage, on néglige le mouvement. Donc et après lorsqu'on a terminé avec le x1, il faut faire normalement le x2, le x3, donc répéter le même code de la même manière. Répéter le même code de la même manière. On peut faire copier-coller. On peut faire copier-coller. Donc là, il faut remplacer le x1 par x2. Voilà. Et le y1 par y2. Donc il reste la même chose. Donc la même chose pour x3 et x4. On remplace x2 par x3. Et puis y2 par y3. y3. Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, c'est bon. Donc ça c'est le x2, ça c'est le cas x3, y3, ça c'est le cas x1, y1. Il reste x4. y4.
Donc c'est bon, j'espère que j'ai pas fait de faute. Alors maintenant, lorsqu'on appelle ça, chaque fonction search_dfs, il va répéter soi-même et exécuter d'autres fonctions search_dfs. Et ça ne va pas se terminer, c'est comme un traitement infini, car on n'a pas encore spécifié la condition d'arrêt en quelque sorte. La condition d'arrêt, c'est quoi? C'est le profondeur max, car il faut aller explorer tous les nœuds qui sont engendrés par ce nœud pseudo-racine, disons, jusqu'à arriver à un profondeur max, puis remonter, et puis... Donc on va fixer un profondeur max. Max steps. On va dire 100. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on s'intéresse aux solutions qui sont moins que 100 déplacements. On s'intéresse seulement aux solutions qui nécessitent moins que 100 déplacements. Les solutions qui nécessitent un nombre de déplacements supérieur ne nous intéressent pas. Ça ne nous intéresse pas, ces solutions. Et donc le profondeur, on n'a pas une variable qui nous indique le profondeur. On peut l'ajouter à l'argument. Donc voilà, ça c'est le profondeur. On commence l'appel dans les lignes par un profondeur 0. Et puis à chaque fois, lorsqu'on appelle de façon récursive, on augmente le profondeur. Partout. Donc si le profondeur est supérieur ou égal à ce profondeur max, on retourne. Donc ça y est. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Donc et à chaque fois, il faut vérifier est-ce qu'on est dans l'état objectif ou pas encore. Donc on va créer une petite fonction isCorrect, qui va nous dire est-ce que le grid actuel, est-ce que l'état actuel, est-ce qu'elle est dans l'objectif ou pas encore. Et donc cette isCorrect donc elle retourne un entier, 0 ou 1, 0 ça veut dire pas encore, 1 ça veut dire ça y est, int ij pour i égale à 0 inférieur à n, donc de la même manière. Donc voilà, donc si on a le grid IJ, donc si on a ça, il est différent du call, si on a au moins un chiffre qui est différent, on quitte. On retourne 0, ça veut dire pas encore. Sinon, si on passe tout ça sans retourner 0, on retourne 1. Cette instruction sera seulement exécutée s'il trouve que tout est égaux. Donc il va retourner 1. N'est-ce pas? D'accord? Donc si c'est correct, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on va afficher un message. Donc on a trouvé une solution. Combien de déplacements? Avec combien de déplacements qui est le TEPS? Le TEPS c'est proportionnel au nombre de déplacements qu'on a fait. Et puis normalement il faut garder une trace, car là on a trouvé que cet état là cet état il
il correspond à l'état final. Mais on n'a pas gardé une trace des coups qu'on a joués, des mouvements qu'on a effectués pour arriver là. Donc il fallait garder une trace. Donc on va créer en fait un tableau unidimensionnel des mouvements. Donc il peut avoir comme maximum max steps, maximum 100 mouvements. On peut créer encore deux autres variables. Donc là, la meilleure solution, on va à la fin la stocker dans ce tableau. Ça, c'est la meilleure solution qu'on va afficher à la fin. Et aussi le meilleur depth. Le meilleur depth. Donc initialement, on va l'initialiser à max depth, car on n'a encore rien trouvé. Le meilleur depth, on va l'avoir ici. Et donc, lorsqu'on trouve une solution, qu'est-ce qu'on fait? Best depth égale à depth, car on a trouvé une solution qui est et puis qu'est-ce qu'on fait? On va copier. Pas encore. On va tout d'abord écrire le code qui garde la trace des mouvements qu'on a effectués, et donc on garde la trace ici. On va garder la trace ici. Depth égale. Voilà. Le mouvement qu'on a déjà joué. Donc avant de faire ça, je vais faire une autre chose qu'on a oubliée. C'est voilà, je vais expliquer ici. Alors si on joue par exemple le 7, si on joue le 7 à cet endroit, on obtient cet état-là. Alors dans cet état, on a la possibilité de jouer le 1, mais il ne faut pas jouer le 7 encore. Sinon, on revient à cet état-là, et notre objectif, c'est seulement analyser ce qui est engendré par ce pseudo, donc racine. Donc, il y a des coups qu'il ne faut pas jouer. Il ne faut pas revenir. Pour ne pas pour satisfaire la logique de l'algorithme Deep First Search. Et donc il faut avoir information du coup qu'on a déjà joué, des coordonnées du coup qu'on a déjà joué. Par exemple, si on a joué le 7, il faut dire qu'il ne faut pas jouer les coordonnées à ce niveau-là. Et donc on va rajouter encore deux variables qui indiquent les coordonnées du déplacement qu'on vient de jouer, pour ne pas le jouer encore. Donc les coordonnées qu'on vient de jouer. Donc il faut faire la mise à jour. Alors au départ on n'a rien joué, donc on peut mettre -1. On n'a encore rien joué. Par exemple là, quand on joue le x1, le y1, le x1, y1, il contient la position du 0. Donc il contient le x1, y1 par exemple, il contient maintenant la position du 0. Il ne faut pas jouer l'ancienne position de 0. Donc il ne faut pas jouer ce qu'on vient de jouer, c'est ça. Voilà. Donc c'est la même chose pour les autres. Played X. Alors là, juste après avoir donc maintenant si
le x1 par exemple égale appelé x et le y1 égale appelé y. Donc ça c'est un mouvement qu'il ne faut pas jouer. Et donc pour empêcher qu'il soit joué, il suffit d'affecter un -1 à ces coordonnées. x1, y1. Donc la même chose pour les autres. x2, y2, x2, y2, x3, y3, x3, y3, x4, y4. Donc en affectant un -1, on empêche qu'il soit joué et donc on ne revient pas en arrière. Ce qui est critique. Il ne faut pas le faire. Donc c'est bon. Maintenant on revient. On revient pour la trace. Donc pour la trace, on enregistre ce qu'on vient de jouer. Ce qu'on vient de jouer, c'est quoi? C'est ça. C'est ce qu'on vient de jouer. Alors si le profondeur égale à 0, on n'a rien joué. Et donc il faut exécuter ça pour des profondeurs qui sont différents de 0. Et donc c'est à partir de 1. Et donc pour stocker les éléments à partir de 0, on va soustraire un -1. Maintenant, cette variable unidimensionnelle, ce tableau-là unidimensionnel, elle garde une trace de tous les mouvements qu'on joue suivant un seul profondeur. Et lorsqu'on trouve une solution, on enregistre. Et puis, il faut sauvegarder cette solution dans le tableau qu'on a choisi pour cette raison. Pourquoi? Car le move il change en permanence à chaque itération, à chaque récursive, à chaque appel à la fonction searchDFS de façon récursive, ça change. Donc il faut sauvegarder ça avant qu'il ne soit corrompu par d'autres données. Donc on va l'enregistrer ici. Test moves i égale à moves i. Et une autre chose intéressante, là, c'est qu'on va changer ce max depth par le best depth. C'est mieux. En fait, donc si on a trouvé par exemple que le meilleur, une solution par exemple de 50 mouvements, on a trouvé une solution de 50 mouvements par exemple, et on suppose qu'on est en train d'explorer le graphe et que le depth il atteint par exemple 52. Le depth il est 52. Alors 52 il dépasse 50 qu'on a déjà trouvé, le meilleur qu'on a déjà trouvé. S'il dépasse 50, donc il faut plus continuer l'analyse car ça sert à rien cette solution. Il faut chercher les depths donc qui ont chance à donner une longueur qui est inférieure à ce qu'on a déjà trouvé, à la meilleure solution qu'on a déjà. En performance, la meilleure solution qu'on a déjà. C'est pour cette raison-là, cette technique elle s'appelle cut-off. C'est comme on a coupé une branche inutile. Et donc on gagne en termes de temps d'exécution. Donc on gagne énormément. Vraiment, c'est vraiment utile. Donc c'est du cut-off. Cut-off sur une recherche de type Deep First Search. Alors maintenant,
qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'il nous reste? Et donc, après, il faut afficher le meilleur chemin. Max best steps. Donc, move santé, voilà, santé. Si I best moves I. On affiche la trace, on affiche les déplacements effectués pour aboutir au résultat. Donc voilà. Donc, bien évidemment, le cutoff est très intéressant. Il réduit énormément l'espace des états, car l'espace des états, il peut atteindre donc, un nombre de nœuds énorme et on peut pas analyser tout. Sinon, on aurait une explosion combinatoire. C'est pour cette raison-là qu'on a fait cette astuce-là, qui s'appelle le cutoff. Et donc, je pense que c'est fini. Donc, on va essayer de compiler notre programme pour voir est-ce qu'il y a une erreur. C'est bon, on pourra exécuter. Voilà. Alors, regardons. Donc, il a trouvé au départ une solution avec 97 déplacements. Et puis, par après, il a trouvé une solution meilleure, 93 déplacements, et ainsi de suite, jusqu'à trouver la solution optimale. La solution optimale, il a 23 déplacements, et il faut effectuer ces déplacements pour résoudre le problème. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, on va essayer de... Non, c'est pas la taille du curseur, c'est la police. Donc voilà. On va essayer de suivre ce qu'on a trouvé. Donc, voilà, 1, 6, 4. Non. Donc, est-ce que le premier est compté? Ah oui, il y avait cet état. Donc l'état de départ, c'était ça. C'était 3, 8, 5. 3, 8, 5, 0, 4, 2. C'était ça et pas ça. 0, 4, 2, 1, 6, 7. Donc, le premier coup à jouer, c'est quoi? C'est le 1, 6, 4, 2, 5, 8, 3, 1, 6, 4, 7, 5, 8, 3, 2, 6, 4, 7, 5, 8, 6, 5, 8. Et voilà, on a pu résoudre ces problèmes et croyez-moi que c'est la solution optimale. On ne peut jamais avoir moins que 23 déplacements pour résoudre ce problème. Et voilà, je pense que c'est fini pour cette vidéo. Merci.